Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. La mine n'est pas tarie, on a encore des choses à vous raconter. Et nous sommes avec Mustafa Kadili. Salut Mustafa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Écoute, je pense que c'est toi, bien sûr, qui va me souhaiter la bienvenue dans ce podcast. Et tu es chez toi, bien sûr. Merci, c'est un plaisir toujours. Et puis, discuter des choses, la mine n'est pas tarie, comme tu as dit. Hein. On a tellement de choses à raconter, effectivement, que oui, on n'arrivera jamais au bout, mais mollo, on va y arriver. Ah bah écoute, en tout cas, vous êtes nombreux à nous écouter, très contents. Je voudrais vous remercier. On a dépassé les 2,5 millions d'écoutes. C'est quand même un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui partagent cette passion. Mustafa, est-ce que tu te savais comme ça écouter ? Non, pas autant, mais ça fait plaisir. Et puis, ça montre qu'il y a un besoin. Et puis aussi, la manière avec laquelle Radio Ma'arif fait les choses est fabuleuse. Donc, bah écoute, c'est tous les intervenants cumulés qui donnent ce chiffre. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de Tanger colonial, Tanger international. Ouais. Voilà. On a juste 2 mots avant. On a déjà parlé d'une Tanger anglaise. Libérée par Moulay Ismail. Après un long siège. Ouais. Elle a été perdue après les enfants de Ahmed Mansour en 1661, récupérée par Moulay Ismail une 50aine d'années après, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. C'était un gros enjeu. Voilà. Il y avait l'Arrache espagnole. Là, il y a eu carrément une bataille. Mehdi a un petit port. Mais aussi stratégique. Je veux dire, la présence européenne sur les côtes depuis les Portugais. Au début, on a beaucoup parlé de les Espagnols, jusqu'à pratiquement Cap Bojador à un moment donné. Est-ce que tu me permets à moi de te raconter une histoire ? Allez-y. Je suis désolé de l'arrogance, cette attitude, mais comme je suis tombé là-dessus dans une source, je voulais te le partager. Figure-toi que quand c'est Qaïd Haddo, Rifi, qui prend Mehdia, qui s'appelle pas Mehdia, qui s'appelle Marmoura. Oui. Il arrive avec une grosse armée et il y a que 300 Espagnols. Et les 300 Espagnols comprennent vite que ça va mal se passer, donc ils négocient. Et le gradé espagnol, je sais pas comment il s'appelle, il négocie quoi ? Il négocie la vie sauve pour lui et 2 autres gradés. Et il propose de livrer les 300 soldats à Moulay Ismail. D'accord. Qaïd accepte et rentre à Mehdia sans combat. Et donc dans le deal, il y a également que les gradés vont partir avec tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est-à-dire qu'ils mettent sur des barques leurs biens. Voilà. Enfin, les biens, quoi. Alors il y a des religieux qui veulent rester avec les soldats. Il y a 2 religieux, il y en a un qui se dit moi aussi je me barre, et l'autre qui dit non, je reste avec les soldats. Alors pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que comme Moulay Ismail est très content d'avoir récupéré ce qu'il va rappeler Mehdia, il va remettre en cause le deal, ce qui lui plaît pas. Il n'a pas été séduit par le courage de ces gradés qui ont livré leurs hommes et qui ont sauvé leur peau. Alors il va les laisser partir, mais il va les laisser partir à l'Arrache, qui est espagnol, où ils vont être condamnés pour traîtrise. Désertion, traîtrise. Exactement. Oui. Et les 300 hommes qui étaient censés subir les ténèbres de ces geôles Mknessi, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va les offrir ou les donner ou les livrer à Tanger. Alors pourquoi il les livre à Tanger ? D'abord, il les habille, etc. Il les livre à Tanger. Parce que Tanger est sous le siège, ça fait déjà 300 personnes de plus à nourrir. Et deuxièmement, ça donne l'idée aux Tangérois, aux Anglais qui tiennent Tanger, qu'il peut être correct quand les gens se livrent. Voilà. C'est de la psychologie de la guerre. C'est un geste technique sur lequel je suis tombé. God voltige. Voilà, je voulais te le partager. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, c'est le Qaïd Haddo Rifi qui prennent un peu le relais pour une sorte de gouverneur de tout le Nord, entre Tanger et Tétouan. Et à partir de ce moment-là, il est chargé à peu près des affaires étrangères de Moulay Ismail. Oui, c'est lui qui va aller à Londres. Tout à fait. Et qui va avoir le son fils. Ali Ben Haddo. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le père ou le fils qui était à Londres. C'est le fils Ali Ben Haddo qui a succédé à son père comme gouverneur de tout le Nord et représentant du sultan auprès de puissances étrangères. À partir de ce moment-là, Tanger commence à avoir ce statut un peu de la ville des consuls. Et c'est là où il y a le drame de l'Arza. Le drame de l'Arza, c'est quand cet ambassadeur se présente à la cour d'Angleterre, il revient très humilié parce qu'on lui a demandé d'enlever Sarza. Ouais. Voilà, et Moulay Ismail lui dit c'est pas très grave. Couvre-chef, au fait. Voilà. Alors en fait, pourquoi on lui a demandé d'enlever Sarza ? Parce que l'ambassadeur anglais qui était chez Moulay Ismail, on lui avait demandé d'enlever ses chaussures.
Donc Bachar Dali, il est enlevé, voilà. Ah oui, diplomatie oblige. Voilà. Donc la diplomatie Ouais, des symboles. des symboles. Tout à fait. Mais on parle pas de ça, on parle de Tanger colonial. Alors ça commence quand cette affaire? Oui, déjà ce background, merci beaucoup pour l'information, je ne savais pas. Et puis ça nous donne une idée sur comment cette carrière de la ville de Tanger dans l'histoire du Maroc comme une ville consacrée à la relation avec les puissances étrangères, puisque Tanger va connaître au début du siècle la visite du fameux Kaiser d'Allemagne. 1905. 1905, exactement, pour soutenir l'indépendance du Maroc après l'entente cordiale qui a eu lieu entre les Britanniques et les Français. Pour justement, les Français reconnaissent à l'Angleterre ses droits sur le Soudan égyptien, alors qu'en général on dit l'Égypte, non, sur le Soudan égyptien, après l'histoire de Fashouda, et les Britanniques vont reconnaître les droits des Français sur le Maroc, comme ils disaient, mais avec... S'ils avaient fait le contraire, on aurait fait peut-être ce podcast dans une autre langue. Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire peut-être la France aurait eu l'Égypte et l'Angleterre auraient eu le Maroc, on serait aujourd'hui en Englishphone, comme le sont les Égyptiens aujourd'hui. Donc l'Angleterre et la France se partagent, ça règle leurs problèmes. L'Allemagne arrive pour soutenir l'indépendance, mais pour avoir sa part, bien sûr. Voilà, elle se fait truander. Tout à fait. Donc elle arrive, le Kaiser arrive en 1905, il fait un discours fameux à Tanger en disant... Ça provoque Algésiras. Voilà, la conférence d'Algésiras, et c'est un peu la dégringolade par la suite. Alors dans cet accord de 1904, de l'entente cordiale qui va nous donner même un peu l'alliance stratégique entre les Britanniques et les Français qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Je vais regarder comment le Maroc est un bon prétexte, si j'ose dire, d'une géopolitique qui va changer un petit peu la configuration de l'Europe, puisque avec la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la fin des grands empires en Europe. Ensuite... Je suis en train de dire que le fait que l'Angleterre et la France soient alliés dans la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. Date de 1904, l'entente cordiale, ça s'appelle comme ça, et sur le sujet du Maroc. Alors qu'ils se sont fait la guerre pendant tout le Moyen-Âge. Oui, jusque-là, ils étaient en concurrence même, là, en rappelant le canal de Suez. Je veux dire, c'est les Français qui l'ont creusé. Après, les Britanniques ont essayé ils ont fini par récupérer la part des Égyptiens, parce que finalement, c'est eux qui, pour eux, il était très stratégique, la route vers l'Asie. Donc, c'est... Ouais. Écoute, je sais pas comment prendre ça. Écoute, sur notre dos, c'est sur notre dos. Sur notre dos. C'est sur notre dos. Et dedans, il précise deux choses. Il précise que l'Espagne, vu sa position géographique, doit avoir sa part au Maroc, et les Britanniques imposent également que Tanger doit rester international. C'est-à-dire ni espagnole, ni française. Alors pourquoi, comment? C'est une longue histoire. Donc à partir de là... c'est une histoire de géographie, non? De géopolitique. Et même dans leur alliance, les coups dans le dos ne sont pas minimes, loin de là. Chacun essaie de coincer l'autre de manière indirecte, parce que le fait que les Espagnols puissent avoir le nord du Maroc, ça empêche la France d'avoir la continuité territoriale depuis la Tunisie jusqu'à Tanger, parce que le rêve était cette histoire de continuité territoriale, Bézerte, Tanger, Abidjan. Mais les alliés de chacun font que la France n'a pas réussi ce pari-là. Par contre, l'Angleterre le réussit, parce qu'on peut aller dans le territoire britannique depuis le Caire, depuis Alexandrie, jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud, c'est en traversant l'Afrique du Nord au Sud, du Sud au Nord. Ce que les Français n'ont pas réussi à obtenir avec ces histoires des Espagnols qui parlent des droits historiques et de la proximité géographique et de leur présence déjà sur les côtes marocaines, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique, pour respecter un petit peu ce principe de Berlin. Il est amusant cet argument du droit historique. C'est-à-dire que les Espagnols font valoir un droit historique sur le Maroc. Ouais. D'accord. Ah ouais, et le terme est utilisé. Alors bon, on peut l'interpréter comme on veut, on revient à une histoire de doctrine. Mais en tout cas, ils estiment qu'ils ont des droits historiques en plus de leur présence sur les côtes, que ce soit via Cisneros d'Akhla ou à Ceuta et Melilla pour avoir leur part au sud et au nord. D'accord. Donc continuons. Et donc dans l'article 1 du traité de protectorat par exemple, il est précisé que l'Espagne, vu ses positions géographiques et ses droits, va avoir sa part au Maroc et Tanger va être international. C'est précisé dans l'article 1 du traité de protectorat du 30 mars 1912. Donc les Anglais obtiennent ce qu'ils veulent, oui, au détriment des Français et des Espagnols. Non, ils poussent les Espagnols. Alors, regardez comment les Britanniques supportent un peu les Espagnols. Parce que les Espagnols sont partout autour, ils sont dans la zone nord. Donc, oui, mais ils ont préféré avoir les Espagnols des deux côtés que d'avoir les Français. D'accord. En plus, les Espagnols sont un peu sur le déclin quand même, c'est quand même la deuxième division. Tout à fait. C'est l'Europa League, quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que déjà l'opinion publique était anticoloniale en Espagne. Depuis le désastre de Cuba, comme ils disent en 1898, la statue
de Christophe Colomb, ça a été détruite à Cadiz, je crois. Oui, à Cadiz. Et il a été détruite par les manifestants parce que pour eux, il était le responsable de ce désastre qui arrive en fin de parcours pour l'Espagne, qui était la puissance coloniale dominante en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et puis, voilà la débandade de Cuba. Et donc, là, on a l'opinion publique espagnole qui commence à être anticoloniale et qui les restait anticoloniale. Ils n'ont pas les moyens. Non, ils aimeraient bien leur part au gâteau. Je veux dire, en Afrique, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent au Maroc, au nord et au sud, et un petit bout dans l'enclave de Cabinda, à côté du Cameroun, ce qu'on appelle aujourd'hui la Guinée équatoriale, ça s'appelait historiquement l'enclave de Cabinda. C'est tout ce que les Espagnols ont eu, en plus des Portugais qui étaient également une puissance qui ont eu un tout petit peu, mais les deux grandes puissances restent la France et la Grande-Bretagne au niveau de l'Afrique, et c'est pour cela qu'ils se partagent un peu le gâteau, comme on dit au Congrès de Berlin. Alors, donc, Tanger, statut international. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas sous gouvernance espagnole, il n'est pas sous gouvernance française. Et ce n'est pas que la ville de Tanger, le house de Tanger, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la limite qui sépare Tanger de Asila aujourd'hui, au sud, et la limite qui sépare Anjara. Anjara, c'est la tribu limitrophe de Ceuta. Donc, tout ce territoire fait partie de la zone internationale. C'est pas que la ville elle-même. La ville est ce qu'on peut appeler aujourd'hui sa banlieue, jusqu'aux limites que je viens d'indiquer. Et ensuite, concrètement, c'est un conseil international qui gouverne la ville avec un délégué du sultan Bendoub Sultani, comme on l'appelle. Alors ça reste comme tel entre 1912 jusqu'en 1923. Il n'y avait rien. Il y a la France qui gère cela d'une manière indirecte, parce que justement, juste après le protectorat, le temps de mettre en place les accords, la guerre éclate et donc on laisse. Et c'est après la victoire, après avoir réglé les problèmes d'Europe, de Turquie, toutes les conférences de Versailles, de Lausanne, de Saint-Rémy, qu'il s'occupe de Tanger pour aboutir à un accord définitif en 1923, exactement le 12 décembre 1923 à Versailles justement, où les trois puissances espagnoles, françaises et anglaises met en place ce qu'on appelle le statut international de la ville de Tanger. Donc il y a trois puissances. Trois puissances, mais il y a un non-vainqueur, c'est l'Espagne, oui. Deux vainqueurs de la Grande Guerre, et un quatrième vainqueur qui n'a pas été autorisé à se présenter, l'Italie, et qui proteste. Alors, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas ce qu'a fait l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. Je n'ai aucune... Il a viré sa cutie. Au début, il était... voilà, je savais bien que c'était compliqué. Oh, ouais. Au début, il était... La Deuxième Guerre mondiale, c'est clair, mais la Première, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Non, au début, il était avec l'Allemagne, et puis rapidement, ils ont changé de camp, ils ont rejoint l'Allemagne et l'Angleterre, et finalement, ils sont sortis victorieux pour garder leur petit bout de Libye, enfin, le petit bout par rapport à tout le continent. Donc, d'accord, ils sont considérés comme vainqueurs, alors. Oui. Mais ils ne siègent pas, quoi. Enfin, ils n'ont pas... Ils n'ont pas assisté à cette réunion des vainqueurs autour de Tanger, et donc Mussolini était en puissance. Un vainqueur remplaçant un peu, très dans les arrêts de jeu. Oui, mais il provoque des incidents, il provoque des histoires, et il finit par faire changer le statut signé le 18 décembre 1923 par un nouveau statut signé le 25 juillet 1928. Monsieur Mussolini a obligé les vainqueurs à revoir leur copie et à donner une place à l'Italie dans cette gouvernance internationale. Donc ça devient un accord à 4 pays, donc l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Italie. Absolument, avec de nouveau après la Deuxième Guerre mondiale encore. Il y a des vainqueurs, les Russes... Les Italiens, ils ont perdu, là. Oui, mais sauf que là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes et les Américains qui se pointent pour renégocier ce traité de 28, pour s'incruster également et avoir leur place par un traité de la réunion à Paris le 31 août 1945. Avec un nouveau traité. Ouais, ils ont ajouté quelques amendements pour donner place dans les institutions de la ville. Donc il faut bien en parler aussi, comment cette ville était... Mais concrètement, c'est quoi en fait? Ça veut dire que tu as un siège, que tu as un consul, que tu as... Comment ça marche cette affaire-là? Ça marche qu'il y a un conseil législatif et un conseil municipal dans la ville de Tanger, avec un système de justice internationale, la police, l'hygiène, la santé. Il y a énormément d'organismes qui gouvernent la ville de Tanger, la gestion des affaires courantes, etc. et qui est composé par cette alchimie de puissance. Donc même les Russes?
Après la Deuxième Guerre mondiale, oui, ils sont vainqueurs, donc ils vont avoir droit au chapitre. Et donc il y a un conseil où il y a un Russe, Oui, par exemple, bon là... L'Italien, j'imagine qu'il est sorti après la défaite. Certainement, certainement même. Par exemple, je donne un exemple, les représentants des puissances étrangères, des puissances et des Marocains dans le conseil législatif de la ville, c'est comme ça qu'il s'appelait, étaient de 26 membres. 26 membres. Ça, c'est les Marocains. Non, 26 membres en tout. Il y a 4 Français, 4 Espagnols, 3 Britanniques, 2 Italiens, 1 Américain, 1 Belge, 1 Portugais, 1 Hollandais, 6 Marocains musulmans et 3 Marocains juifs. D'accord. On peut imaginer comment ça fonctionnait à l'intérieur de ce conseil, avec les interprètes, les traductions, les textes, les décisions. Et donc c'est ce conseil-là qui gère tout. Toute la ville. D'accord. Donc il y a des policiers à Tanger, j'imagine. Oui, de toutes les nationalités. À tour de rôle. C'est-à-dire quand le chef de la police est d'une nationalité, son adjoint doit être d'une autre nationalité. Mais ils ont quels uniformes De Tanger. Un uniforme spécifique à Tanger. Comment tu gères la ville en termes, je dis n'importe quoi, de collecte de déchets, Oui, ça c'est le conseil municipal, ça n'avait pas de problème, c'est pas ça le problème. C'est au niveau législatif, c'est-à-dire sur la justice par exemple, rendre la justice, et comment rendre la justice en cas de litige entre indigènes, marocains, comment on dit, musulmans ou juifs avec quelqu'un. On a un exemple, par exemple, comment Mussolini en 1923, avant la réunion là sur les accords, elle va provoquer des incidents parce que finalement 2 Italiens rentrent dans un bar, ils se font taper dessus avec des autres, bref, ils se battent. Et c'est qui vient? C'est la police indigène, les Moukhazni marocains, qui leur tapent dessus, qui les arrêtent. Et donc, le représentant de l'Italie, le consul, porte plainte auprès du Mendoub. Il ne va pas voir les autres puissances pour dire qu'est-ce qui arrive à mes ressortissants. Mais c'est une manière, en fait, pour Mussolini de provoquer des incidents pour dire, écoutez, vous vous réunissez à Paris sans moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce ça, que c'est pour forcer sa présence. Ça. Tout à fait. Il envoie même un bâtiment de guerre à Tanger. C'était vraiment une sorte de menace. En quelle année 1923, juste avant les accords de Versailles de décembre 1923. D'accord. Cela s'est passé au mois de juillet. Mais c'est les Marocains qui arrêtent les 2 Italiens qui ont provoqué l'incident et les tabassent. Je veux dire, c'est du sérieux. Alors Tanger donc débarque le Kaiser, Mussolini envoie ses bateaux. Je crois qu'elle est bombardée aussi par les Français juste avant Isly. Juste avant Isly, voilà. La bataille d'Isly, ils ont bombardé Tanger. Donc elle a toujours été un enjeu en fait. Elle a toujours été un enjeu. Sa position de point d'entrée du détroit de Gibraltar. Vers la mer Méditerranée ou la sortie qui crée ça. Tout à fait. Oui, là, c'est la position stratégique. Quand les Anglais abandonnent Tanger, pour le rappel, finalement, ils achètent le traité de Utrecht, 1617, je crois. Alors, M. Moulismail, il en est revenu. Ouais. D'accord. 1617, quand les Anglais quittent Tanger, d'ailleurs, après l'avoir détruite, ils finissent par acheter Gibraltar, le traité de Utrecht, 1617, et ils s'installent de l'autre côté. Et ils l'achètent aux Espagnols. Aux Espagnols. Ah, c'est un achat. C'est un achat. Gibraltar a été acheté aux Espagnols. Le traité d'Utrecht, en Hollande, 1617. C'est un gros investissement foncier, ça. En tout cas, c'est une option. C'est une option qui a fait son boulot parce que imagine... Donc quand ils perdent Tanger, ils prennent Gibraltar. Tout à fait. Quelques années plus tard. 1717, pardon. J'ai dit 1617, 1717, pardon. C'est-à-dire au temps de Moulay Ismaïl, ils s'installent en face, et donc ils y sont toujours parce que c'est un acte d'achat, et ce n'est pas une occupation illégale ou une colonisation, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est des contextes entre les Espagnols et les Britanniques qui étaient des ennemis intimes pendant très longtemps. Comment ils ont réussi cela, ça c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, cette installation britannique de l'autre côté du détroit va donner au Maroc une position nouvelle vis-à-vis des Britanniques parce que justement, ça va être un partenaire de choix commercial, économique, etc. Puisque Gibraltar va longtemps dépendre de Tanger dans ses fournitures d'aliments, surtout même pendant le blocus de Franco. Quand il y a des blocus, c'est toujours Tanger. Peut-être, je crois que c'est toujours pour cette raison que les Britanniques ont insisté à ce qu'il ne soit ni sous autorité espagnole, ni sous autorité française, pour avoir un droit de regard et une main libre au cas où de pépins avec Gibraltar. Alors, on a parlé de tous ces gens-là qui siègent. Le Marocain lambda. Comment il vit ce quadruple conseil? Quels sont les impacts de ce statut sur son quotidien par rapport à ce que pouvait vivre son concitoyen casablancais, Fassi ou Marrakchi? Je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant parce que les Tangérois ne vont pas connaître un statut de l'indigénat
comme l'ont connu les Marocains des autres régions du Maroc, au nord, au sud, dans les zones espagnoles ou la zone française. Rappelons quand même cette carte un petit peu de Tanger l'international, les Espagnols au nord, les Français au centre, à l'intérieur de la zone française, on avait une colonie espagnole qui s'appelait Ifni, après le Sahara qui est divisé en deux, une partie protectorat, une partie colonie. Bref, je veux dire, nous avons des statuts de l'indigénat, sauf à Tanger, où un peu les Tangérois, on pourrait dire, étaient un peu citoyens, puisque c'est le Mendoub qui préside le conseil législatif. Les Marocains des deux confessions... Qui est le Mendoub? Le Mendoub du sultan. C'était le Gabbas au début, le grand-père de Khatib, qui était devenu après grand vizir. Et quand il a pris sa retraite, c'est Bouachrin qui le remplace à Tanger, et c'est Moukri qui le remplace à la tête du Sadr al-A'dam, le grand vizir de sultan, à partir de 1919, je crois. Donc ça, c'était les représentants du sultan à Tanger, voilà, qui siégeaient donc dans... Qui préside le conseil législatif. Ce que tu es en train de dire, c'est que plus ou moins, ils avaient un statut plus noble que les autres Marocains. Voilà. Oui. C'est-à-dire, ils pouvaient être policiers de métier. Les lois sont votées dans ce conseil législatif, ils sont applicables à tout le monde. Mais nous sommes dans une zone aussi, sur le plan économique, un peu duty-free. Il n'y a pas de taxes. Les marchandises, tous les trafics, toutes les mafias du monde, la traite des blanches, c'est là qu'on a un imaginaire sur Tanger. Ça s'appelle la traite des blanches, s'il te plaît. Les esclaves blanches, c'est-à-dire les Européennes, c'était la capitale de la prostitution des Européennes. Les mafias, comment on dit, les c'est-à-dire mafias... qu'au niveau statutaire, il n'y a pas de différence entre un Marocain et un Italien, c'est ce que tu veux dire? A priori, non, parce que aussi, tout ce mélange des colonies, c'est-à-dire ils étaient très peu nombreux, c'est surtout les gens qui travaillent dans l'échange de monnaie et puis le commerce. Et surtout qu'il n'y avait pas de taxes. Donc le changement, vous pouvez imaginer combien de monnaie circulait à Tanger à l'époque. Toutes les populations, tous les pays ont leur monnaie qui circulait. Et puis un marché de change entre les monnaies et les monnaies. Et je ne sais pas comment ça marchait au quotidien, mais j'imagine que vous pouvez payer dans une devise et avoir la monnaie dans une autre, sans problème. Est-ce que ce côté international se traduit dans la démographie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a vraiment ces communautés-là et quelle est la part des Marocains dans cette ville de Tanger? Ils sont majoritaires, il n'y a pas de problème, mais la première communauté étrangère, c'est les Espagnols. D'accord. Très peu de Français. On a des chiffres? Il doit y en avoir, j'en ai pas, mais il doit y en avoir. Mais la première communauté, c'est l'espagnol. C'est pour ça que la langue espagnole, d'ailleurs, quand on revient à Mohamed Choukri dans le PNU, il nous donne un petit peu cette configuration de la société tangéroise où la langue espagnole est la langue de la rue par excellence, y compris pour les indigènes qui apprennent cette langue espagnole, puisque la communauté espagnole était très importante et très dominante par rapport à la communauté française, et puis quelques Italiens, Russes, de toutes les nationalités, mais surtout la communauté espagnole. Vu la proximité aussi avec la zone espagnole du Nord, où les gens circulaient entre, Al-Aray, Chassela, Qsar Kbir, Tétouan, avec Tanger. Pour eux, c'est beaucoup plus facile, c'est juste à côté. Alors, tout ça se termine en 1956, j'imagine? Non, il y a des épisodes. Franco, qui occupe Tanger pendant la Deuxième Guerre mondiale, il en profite. Et il l'annexe à la zone espagnole, contrairement à tous les accords. Parce que, les accords précédents... Ils profitent du désordre. Écoute, les gens se chamaillent, ils s'entretuent en Europe, ils en profitent, et ils rentrent le 4 novembre 1940, et ils gardent Tanger jusqu'au 11 octobre 1945. Ah oui, il devient espagnol, et donc là, on peut imaginer aussi la reconfiguration. Il revient à un système, il nomme un pacha, il n'y a plus de Mendoub, ça y est, il chasse le Mendoub du sultan, il met en place un pacha, il dit ça fait partie de la zone espagnole, donc il est gouverné comme toutes les villes qui dépendent des Espagnols au nord. Et donc il nomme un pacha, et puis il annule tout, et il applique la loi espagnole qui s'applique à Tétouan ou dans les autres régions du nord. Enfin, la colonie, quoi. Ouais. Et puis avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se retire tranquillement comme il est rentré, comme si de rien n'était. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes comme ça, un peu étranges? Le fameux discours de Mohamed V à Tanger, c'est-à-dire le 7 avril 1947. C'est un discours important où il s'adresse à la communauté internationale, tout à fait, à la radio, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et qui va marquer la rupture entre Mohamed Ben Youssef et, en tout cas, le durcissement. Tout à fait. Entre la France et le sultan. Déjà, c'est une gymnastique, parce qu'il est parti en train. Et partir en train, c'est partir de Rabat. Il fallait traverser la zone espagnole, nord.
C'est une manière de fermer de nouveau la souveraineté sur la zone espagnole, parce que bon, on est en système colonial, tout le monde se croyait éternel, occupant du Maroc, etc. Et donc c'est pas une démarche simple. Il a fallu, j'imagine, beaucoup de préparation, beaucoup de négociations entre les autorités françaises et espagnoles pour ce passage. Et son passage, il s'arrête bien sûr dans les villes où passe le train. C'est là. Une démonstration de popularité, quoi. De popularité et même de décision. Je crois qu'il limoge l'un des pachas, je ne sais plus si c'est celui de Qasr Kbir, de Assila ou de l'Araish. Il limoge un pacha, c'est-à-dire comme s'il surpasse, alors que le khalifa du sultan, les autorités espagnoles, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il limoge un pacha dans la zone espagnole et c'est très symbolique au niveau du pouvoir. C'est moi le pouvoir, quel que soient les statuts, etc. Et il arrive à Tanger, bien sûr, il part avec une grande délégation, les notables du Marzen, il y a même le pacha Tamil Glaoui qui est parti également là-bas. On garde d'ailleurs... C'est quelle année, ça? Le 7 avril 1947, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le résident général, c'était Éric Labonne. Et aussi, pour l'anecdote, pour les gens de ma génération qui ont étudié un poète de Marrakech, Sha'ir al-Hamra, Mohamed Ben Ibrahim, il a fait l'hija, ce qu'il insulte un restaurant, le Mat'am al-Baladi, يأتيك بالطعام والذباب يتبعه وكالجراد, je crois, ذباب المطعم البلدي. Bref, on a un poème qu'on a étudié au collège. Quel rapport entre les mouches du restaurant? Je suis perdu là. Mohamed Ben Ibrahim, le Sha'ir al-Hamra, était le secrétaire du Glaoui. Il l'avait accompagné dans ce grand voyage de Mohamed V à Tanger, et donc il nous a laissé une trace un peu de son passage de Tanger où il insulte ce restaurant municipal qu'il a probablement mal servi ou n'était pas content du service. D'accord. C'est une sorte de commentaire de client insatisfait. Oui, Ibrahim, il connaît dans sa poésie beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il y avait une image dans les mouches, le Mat'am al-Baladi. Quelqu'un qui t'amène à bouffer avec une nuée de mouches qui le suivent, c'est sale. Alors, juste pour terminer sur ce discours, nous, ce qu'on apprend à l'école, c'est que c'est un discours qui était censé être validé par comme d'habitude, par le résident général. Où il sort un peu du texte et il rentre dans le bras de fer. Tout à fait, d'ailleurs, dedans. Qui va aboutir d'ailleurs à sa mise à l'écart. Avec toutes ces représentations internationales, etc. Je veux dire, pour la première fois, on ne mentionne pas le rôle positif de la France au Maroc. Il ne rend pas hommage à la France au Maroc, alors que d'habitude, on lui fait écrire cela dans ses discours. Il n'avait pas le choix. Là, comme il n'est plus sous tutelle directe du résident général, parce que dans une ville où les Français n'ont pas pignon, si j'ose dire, il prend sa liberté et il fait un discours comme ça lui venait. Ouais. Et ensuite... C'est une rupture, parce que quand on lit par exemple le discours de mobilisation des Marocains pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est une ode à la colonisation. Tout à fait. Voilà, tout le monde sait comment on était... Alors c'est une vraie rupture. Tout à fait. Et puis aussi, c'est là que sa fille, Aïcha, fait également un discours dévoilé, etc. Je veux dire, ça donne le timbre d'une évolution nette dans la pensée et dans la perspective que révèle le Maroc, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la rencontre avec Roosevelt, le droit du peuple de devenir indépendant, etc. Et la promesse que les Français n'ont pas respectée, bien sûr, puisque avec la participation marocaine quand même, je crois que le seul chef d'État étranger qui sera en Europe après la défaite de l'Allemagne, c'est Mohamed V en Autriche, chez le 4e Tabor. Tiens, il est même nommé par De Gaulle compagnon de libération avec une médaille. Mais il sera jusqu'en Autriche pour aller rencontrer les gommiers marocains du général Parlange. Ça, c'est le 4e Tabor qui a été créé pendant la guerre, parce qu'à l'origine, il n'y en avait que 3, et donc on en crée un 4e qui était basé en Autriche. Donc, imaginez quand même tout cela, puisque le Maroc participe à la guerre, normalement, il devrait être considéré comme un pays vainqueur. La France était occupée quand même. Bon, finalement, c'est la France qui devient vainqueur, pourquoi pas, mais le Maroc, il est vainqueur aussi, même si ces soldats font partie des corps expéditionnaires français, mais le chef de l'État se rend en France, et après, il part en visite de ses troupes en Autriche. Le recouvrement de la souveraineté se passe par étapes. Je veux dire, Tanger reste quand même Mohamed V s'y rend, parce que après la reconnaissance de l'indépendance par la France et l'Espagne, il va d'abord sur les postes douaniers qui existaient entre le Maroc espagnol et les Français, à côté entre Qnitrat et Kbir, Arbawa, où il détruit symboliquement ce point frontalier de la douane. Le panneau, on a une photo de Mohamed V, et le panneau qui indique douane est tombé par terre. Et puis, il continue son chemin et il arrive à Tanger le 10
10 octobre 1956 pour montrer, comment dirais-je, cette souveraineté symbolique. Alors que, normalement, Tanger ne revient au giron du Maroc qu'à partir du 1er janvier 1957. Donc, avec un petit délai, parce que le temps de nouveau de négocier avec toutes les puissances européennes et coloniales qui représentaient C'est comme leur... quand tu as un immeuble, c'est chaque locataire. Bah oui, c'est malheureusement, et ça a continué jusqu'en 1975 ainsi, étape par étape, mais certains disent c'est une bonne chose, d'autres disent non, mais ce n'est pas le fond du sujet, puisque cette histoire quand même est assez longue et assez complexe, parce que justement, si on était les derniers en Afrique à être colonisés, on a eu ce malheur d'être divisé entre plusieurs puissances coloniales avec plusieurs statuts, et ça continue encore à impacter notre, comment dirais-je, notre quotidien et nos intérêts, et cela que partie remise. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à vous. On a parlé de Tanger, on a parlé d'Angleterre, on a parlé de Russe, d'Espagnol, d'Italien, de Mohamed Khamis, Mohamed Ben Youssef, de Moulay Ismail, de Kaiser, de l'Allemagne. Ouais. Voilà, c'est très riche. Je peux ajouter quelque chose? Mais non. Non, ce qui est rigolo, c'est que les Italiens, quand Mussolini, quand il arrive à s'imposer, eh ben, il rachète le palais de Moulay Hafid pour y installer une école et un truc de formation italienne. C'est le palais de Moulay Hafid que Mussolini a acheté. Il y a toujours un restaurant italien aujourd'hui. Ah ben voilà, tout cela s'explique. Secondo, c'est que avant la création de l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, c'est les Italiens qui étaient autorisés à faire l'exploration du phosphate au Maroc. Et l'IOT a compris qu'il y a quelque chose de dangereux, c'est pour ça qu'elle a créé l'OCP, l'Office chérifien, c'est-à-dire seul l'État makhzen a le droit d'explorer les minerais de phosphate. C'est interdit à toute compagnie étrangère, y compris française. Parce que jusqu'en 22 ou 23, la date de création de l'OCP, on a découvert les phosphates, Kholibga, Wadzam. C'est une société italienne d'ailleurs, suite à cet accord de 23 qui plie bagage, suite à cet incident dont on a parlé au début, qui plie bagage. Et donc, mais ils étaient côté Wadzam, Frey Ben Saleh, en train de faire l'exploration pour l'exploitation. Mais là, l'IOT ferme les vannes et donc aucune société étrangère n'avait plus le droit d'explorer ou d'exploiter les phosphates, d'où la création de l'Office chérifien des phosphates qui existe toujours, parce que c'est une société d'État marocain qu'on appelait le Marcel. Merci beaucoup, Mustapha. Merci. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Celui-là était un peu vertigineux parce que Tanger a une histoire très riche en fait. On s'en rend compte avec toi. Merci. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.